En avril 2023, la Russie achevait quelque chose qui allait changer le cours de la guerre en Ukraine. Les Russes savaient que l'oblast de Zaporijia serait l'épicentre de la prochaine grande bataille. Et, pour cette raison, ils y ont construit la ligne défensive la plus étendue vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 800 km de fortifications à plusieurs couches, des fossés anti-chars, des dents de dragon en béton, des tranchées en zigzag, des champs de mines denses. Et là ça a été appelé la ligne Sourovikine, en hommage au général russe qui l'a conçue. À l'époque, les analystes militaires occidentaux doutaient de l'efficacité de ces défenses anciennes face à l'équipement moderne de l'OTAN. Mais, en juin de cette même année, lorsque l'Ukraine a lancé sa contre-offensive avec des chars Léopard allemands et des véhicules Bradley américains, l'impensable s'est produit. Les défenses russes ont réussi à tout arrêter. Il a fallu des mois de combats brutaux aux Ukrainiens pour percer. Seulement la première ligne, la ligne Sourovikine, avait prouvé que des fortifications bien construites fonctionnent encore de nos jours. Sauf que maintenant, en 2025, l'OTAN fait quelque chose d'extraordinaire et pour le moins d'ironique. Elle utilise les tactiques russes contre eux-mêmes. Et tu veux savoir qui la dirige? Tournure historique? La petite Lituanie, un pays de moins de 3 millions d'habitants que beaucoup de gens ne peuvent même pas localiser sur une carte. Mais ce qu'ils construisent à la frontière avec la Russie est choquant. Considérez cela. Vilnius, la capitale lituanienne, est à seulement 34 km de la frontière biélorusse. Maintenant, imaginez vous réveiller chaque matin, en sachant qu'une dictature alliée de la Russie est pratiquement à votre porte. Cette proximité dangereuse est devenue encore plus menaçante après l'invasion de l'Ukraine. Pendant des décennies, des analystes occidentaux ont averti que la Russie avait des plans pour envahir les pays baltes. Beaucoup considéraient en cela comme une simple théorie. Mais après février 2022, c'est devenu une réalité imminente. Mais pourquoi les pays baltes, comme la Lituanie, sont-ils si vulnérables? La réponse est simple. Leur géographie. Ils sont pratiquement encerclés. La Russie est à l'est, la Biélorussie au sud. Et il y a un point précis sur la carte qui inquiète les stratèges de l'OTAN. Nuits éveillées, corridor de Suwałki. Une bande de terre de seulement 65 km entre la Pologne et la Lituanie. C'est le seul lien terrestre entre les pays baltes et le reste de l'OTAN. Si la Russie contrôle ce corridor, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie seront isolées. Les militaires appellent en cela le talon d'Achille de l'OTAN. Des simulations de guerre montrent que, sans défense adéquate, la Russie pourrait dominer les pays baltes en seulement 60 à 72 heures. Et cela, bien avant que tout renfort significatif de l'OTAN puisse arriver. C'est là que les Lituaniens ont eu une idée brillante et ironique. Si les tactiques en recours défensif et les Russes ont si bien fonctionné contre l'OTAN en Ukraine, pourquoi ne pas utiliser les mêmes tactiques contre la Russie elle-même? La ministre de la Défense lituanienne, Dovilė Sakalienė, a annoncé en août 2025 le projet de défense le plus ambitieux du pays. Une ceinture défensive de 50 km de profondeur le long de toute la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Mais ce projet n'est pas comme les autres. C'est une copie presque exacte de la ligne Sourovikine que je t'ai montrée plus tôt, mais adaptée à la géographie lituanienne. Il y a 3 couches défensives, chacune avec sa fonction spécifique. La première couche commence à la frontière elle-même et s'étend sur 5 km. C'est la zone où ils essaient d'arrêter l'ennemi dès le début. Des fossés anti-chars de 6 mètres de large.
bloquettent les chars, derrière des rangées serrées de dents de dragons en béton. Entre eux, de vastes champs de mines, avec des mines qui explosent lorsque des chars ou des soldats marchent dessus. Pour y parvenir, la Lituanie s'est retirée d'un accord international qui interdisait les mines antipersonnelles, et ainsi, elle pourrait les utiliser sans enfreindre les règles. Ils ont acheté 85 000 mines anti-chars pour 58 millions de dollars. De plus, ils ont acquis pour 11 millions de dollars de mines supplémentaires. Des tranchées fortifiées et des points de combat complètent cette première barrière. La deuxième couche va de 5 à 20 km de la frontière. C'est la zone où ils essaient de désorganiser ceux qui ont réussi à passer la première. D'immenses entrepôts contiennent des tonnes de fils de fer barbelés, des blocs de béton et des structures métalliques pour bloquer les chars. Des ponts ont été préparés pour être détruits si nécessaire, empêchant des avancées rapides afin de compléter davantage de lignes de tranchées et de positions fortifiées. La troisième couche, quant à elle, s'étend de 20 à 50 km de la frontière. C'est la zone de défense finale. Des arbres seront abattus le long des routes principales pour forcer les envahisseurs à emprunter des chemins spécifiques où ils pourront être attaqués plus facilement. Cette couche place Vilnius derrière la troisième ligne de défense. Comme vous pouvez le voir, chaque couche a un objectif militaire spécifique. La première arrête et use l'attaque initiale. La deuxième brise et désorganise les forces qui ont réussi à passer. La troisième dirige les quelques survivants vers des positions où ils peuvent être détruits par les troupes de l'OTAN, arrivés en renfort. Mais tu sais ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire? Le coût pour transformer tout un pays en forteresse. C'est parce que la Lituanie investit 1,1 milliard d'euros sur 10 ans. Pour un petit pays, c'est un investissement gigantesque. Ils dépensent déjà 5,5% de tout ce que le pays produit pour la défense, l'une des plus grandes proportions de l'OTAN. La première phase de ce projet va jusqu'en 2028. L'objectif est d'avoir les défenses de base opérationnelles avant 2030, lorsque les analystes militaires prévoient une possible invasion russe. La Lituanie n'est pas seule dans cette initiative. En janvier 2024, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie elle-même ont annoncé la ligne de défense baltique. Il s'agit d'un projet coordonné avec un objectif important. Fortifier 1600 km de frontières avec la Russie et la Biélorussie. L'Estonie construit 6 Sandbunkers en béton armé pour 60 millions d'euros. Chaque bunker peut résister à l'impact direct d'un obus d'artillerie de 152 mm, le type de munition le plus utilisé par la Russie. La Lettonie, de son côté, a investi 300 millions d'euros en 5 ans. Dents de dragon, fossés anti-chars et entrepôts pour le matériel de génie. La Pologne, quant à elle, a construit le projet le plus ambitieux à l'extrême sud, appelé le bouclier de l'Est. Elle investit 2,4 milliards d'euros pour fortifier 700 km de frontières d'ici 2028. Le projet polonais combine des barrières physiques traditionnelles avec des technologies modernes, caméras détectant les drones, surveillance par satellite et équipements pour brouiller les communications ennemies. Mais même avec tout cet investissement, il est inévitable de se demander: est-ce que ces fortifications vont vraiment fonctionner? Après tout, l'histoire offre des exemples assez contradictoires. La célèbre ligne Maginot française a échoué en 1940 parce que les Allemands l'ont simplement contournée en passant par la Belgique. En revanche, la ligne Surovikin russe a parfaitement fonctionné. En 2023 du moins pendant un certain temps. La différence ici est cruciale. Les nouvelles défenses baltes n'ont pas de points faibles sur les flancs. Elles couvrent toute la frontière. La seule zone non fortifiée est le corridor de Suwałki, qui relie à la Pologne et sera défendu par toute l'OTAN. Mais construire des défenses est une chose, les faire fonctionner en pratique en est une autre, complètement différente. C'est pourquoi les planificateurs baltes
ont étudié en détail pourquoi la ligne Surovikin a si bien fonctionné. La réponse qu'ils ont trouvée a été révélatrice. Une ancienne stratégie militaire, appelée défense élastique, fonctionne à peu près comme ceci. Au lieu d'essayer d'arrêter une attaque sur une ligne fixe, comme un mur, vous laissez l'ennemi avancer un peu, mais vous l'épuisez à travers plusieurs couches, jusqu'à ce qu'il soit trop faible pour continuer. Les soviétiques ont utilisé cette tactique avec succès contre les Allemands lors de la bataille de Koursk en 1943. Les Russes ont perfectionné cette technique en Ukraine. Maintenant, l'OTAN apprend de l'ennemi pour se défendre contre cet ennemi. C'est une situation militaire extraordinaire. L'Alliance occidentale copie littéralement les tactiques défensives que les Russes ont toujours utilisées, mais cette fois pour se protéger de la Russie elle-même. Et ces fortifications vont bien au-delà du béton et de l'acier. Elles représentent un changement complet dans la façon dont l'OTAN se défend. Auparavant, l'OTAN utilisait une stratégie appelée présence avancée. Voici comment cela fonctionne. Vous placez de petits groupes de soldats à la frontière. Si l'ennemi attaque ces groupes, cela signifie automatiquement la guerre contre toute l'OTAN. C'était comme une alarme humaine. Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle accepte que le territoire puisse être perdu temporairement, puis reconquis par la suite. Mais, après avoir vu ce qui s'est passé dans les zones de l'Ukraine occupées par les Russes, les pays baltes ont décidé que cela est inacceptable. La nouvelle stratégie s'appelle « défense avancée ». Cela signifie défendre chaque centimètre du territoire dès le premier instant de l'attaque, ne pas laisser l'ennemi avancer d'un seul mètre. Le général allemand, qui va commander les nouvelles troupes en Lituanie, a expliqué simplement que l'objectif n'est pas forcément d'arrêter une invasion à la frontière, mais de transformer ce qui serait une attaque rapide de 60 heures en une guerre lente et sanglante de 60 jours. Et cela donne suffisamment de temps à l'OTAN pour envoyer toutes ses forces en renfort. D'ailleurs, en parlant de renfort, certains sont déjà en route. 5000 soldats allemands, hautement entraînés, resteront en permanence en Lituanie jusqu'en 2027. L'Allemagne est prête à s'engager. Ces trois éléments assurent une dissuasion crédible et, si nécessaire, la volonté de défendre le territoire de l'OTAN de ce pays. Deuxièmement, en fournissant des forces crédibles, robustes et déployables. Troisièmement, il s'agit de fiabilité. Des forces fiables envers nos alliés, nos partenaires pour ce pays, la Lituanie. Et regardez, ils ne sont pas là uniquement pour montrer un soutien politique. Ils sont là parce que la Lituanie en a vraiment besoin. Avec seulement 23 000 soldats, la Lituanie n'a pas assez de personnel pour faire fonctionner seul un système de défense aussi vaste. De l'autre côté de la frontière, la Biélorussie compte 65 000 soldats actifs et 350 000 réservistes. La Russie garde des effectifs fluctuants de troupes dans le district militaire occidental et à Kaliningrad. Avant la guerre en Ukraine, il y avait 25 000 soldats russes à Kaliningrad. Aujourd'hui, on estime leur nombre entre 6 000 et 10 000. Mais ils disposent d'armes nucléaires tactiques. Et les nouveaux missiles hypersoniques, Oreshnik. Ces missiles représentent un problème particulier pour les défenses fixes. Ils volent à plus de 10 fois la vitesse du son et peuvent contourner les systèmes de défense aérienne. Déployés en Biélorussie, ils peuvent atteindre des centres de commandement, des dépôts de munitions et des concentrations de troupes essentielles aux lignes défensives. C'est pourquoi les fortifications ne sont qu'une partie de la stratégie. La Lituanie a commandé 44 chars Léopard 2 à l'Allemagne, les plus avancés au monde. De plus, des missiles anti-chars israéliens d'une valeur de 7 millions de dollars et elle a reconstitué ses stocks de munitions d'artillerie. Les exercices militaires ont également augmenté. En août 2025, la Lituanie a organisé l'exercice Loup féroce, le long de la frontière biélorusse.
350 soldats et 50 équipements militaires se sont entraînés à défendre des zones où vivent des civils. Et pendant que les soldats s'entraînent, les machines travaillent aussi. La construction physique a déjà commencé. 27 dépôts d'équipements ont été construits. Des stocks de fils de fer barbelés, de blocs de béton et de structures anti-chars attendent dans les entrepôts. Les premières tranchées anti-chars sont en cours de creusement. Maintenant, là, je dois dire qu'il est indéniable que ces fortifications changent complètement la nature de la menace. Auparavant, si la Russie attaquait un petit groupe de soldats de l'OTAN, cela pouvait être présenté comme un malentendu ou un accident. Mais maintenant, pour franchir ses défenses, la Russie doit mener une attaque militaire massive et coordonnée. Et, pour franchir ces lignes, un envahisseur ne peut pas se contenter d'une petite provocation. Il doit organiser une opération militaire gigantesque, avec des chars, de l'artillerie, des avions et des milliers de soldats. Ce type d'opération ne peut pas être nié ou présenté comme un malentendu. C'est une invasion claire et totale. Les fortifications lèvent tout doute politique. Elles rendent la décision d'invoquer l'article 5 de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, plus rapide et automatique. Elles renforcent la crédibilité de la riposte en supprimant toute ambiguïté. Si ces défenses fonctionnent comme prévu, elles n'auront pas besoin d'être testées. L'objectif est de dissuader, pas de détruire. Convaincre la Russie que toute attaque ne se traduirait pas par une victoire rapide, mais par une guerre longue et sanglante contre toute l'OTAN. La course est maintenant contre la montre. Les analystes prévoient que la période de plus grand danger sera entre 2029 et 2030. Et lorsque ce moment arrivera, tout indique que les défenses lituaniennes seront prêtes. Les troupes allemandes seront entièrement opérationnelles. La ligne de défense baltique, eh bien, elle sera achevée. Comme vous pouvez le voir, la ligne Surovikin a montré au monde que les fortifications comptent encore de nos jours. Maintenant, les propres cibles de cette leçon l'appliquent contre leur créateur. Si l'histoire est ironique, c'en est l'une de ses plus grandes preuves. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie ? Penses-tu que ces fortifications réussiront à décourager une éventuelle invasion russe, ou vont-elles simplement retarder l'inévitable ? Donne ton avis en commentaire. Si ce contenu t'a été utile, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec ceux qui s'intéressent aussi aux analyses militaires et à la géopolitique. À la prochaine vidéo.